Ma famille minimisait mon engagement militaire, mon père raillant, juste une secrétaire en uniforme. Je ne dis rien. Le lendemain, la nouvelle tombe, je suis nommé colonel et commande la 82e division aéroportée. Papa lâcha sa fourchette. Elle est dans l'armée. Papa a reniflé assez fort pour que toute la table entende. Probablement juste une secrétaire en uniforme. Maman a gloussé dans son verre de vin. Oncle Jacques a hoché la tête d'un air entendu, comme s'il avait déjà entendu cette phrase et qu'il était entièrement d'accord. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste continué à couper mon roast-beef comme si je n'avais pas été détruite de l'intérieur. On pourrait croire qu'après 19 ans en uniforme, 4 déploiements en opérations extérieures et 3 citations pour commandement sur le champ de bataille, mon propre père pourrait m'appeler autre chose qu'une dactylo glorifiée. Mais dans cette maison, j'étais toujours la petite fille qui jouait aux soldats dans le jardin et qui finirait par revenir à la raison. Ils ne m'ont jamais vu. Ils n'ont jamais voulu me voir. C'était le dîner de Noël et la table était mise comme toujours. Les bougies de maman vacillaient à côté de la dinde au marron. Personne ne touchait papa en bout de table, tel un roi à la retraite, et moi, j'étais assise à la seule chaise qu'il gardait toujours pour les invités. Je ne me suis jamais sentie aussi étrangère dans ma propre maison d'enfance. Oncle Jacques était revenu de Nice pour les fêtes. Dès qu'il est entré, c'était des poignées de main pour papa et une étreinte rigide pour moi. Il me gardait quand j'étais petite. Maintenant, il regardait mon uniforme de cérémonie comme si je portais un costume de carnaval à l'église. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement dans l'armée, ma chérie ? A-t-il demandé d'une voix mielleuse. Avant que je puisse répondre, papa a grogné, probablement a poussé de la paperasse quelque part. Tu sais comment sont ces choses. Tout est une question de parité maintenant. Il faut que les femmes remplissent les quotas. C'est à ce moment-là que j'ai failli me lever et partir. Mais je ne l'ai pas fait, parce que le silence était mon bouclier. Parce que l'uniforme m'a appris que la dignité ne crie pas, elle endure. Alors je me suis assise, j'ai mangé, j'ai avalé la brûlure avec de la purée de pommes de terre. Ils ont changé de sujet pour parler de rugby. Mon esprit s'est évadé, se souvenant de la chaleur des pistes du Sahel, du vent du désert déchirant le treillis, du son des tirs ennemis et du poids des hommes qui attendaient mes ordres. Ils n'en avaient aucune idée. Cette nuit-là, j'étais allongé sur le vieux lit une place de ma chambre d'enfant. Des posters du lycée étaient encore accrochés au mur, datant de l'époque où je pensais que les médailles et les grades changeraient la façon dont ils me voyaient. Mon téléphone a vibré avec des textos de mon officier en second à Pau, quelque chose à propos d'une commission d'évaluation à venir, peut-être une mutation. Je lui ai dit que je la rappellerais demain. J'avais juste besoin d'une nuit pour respirer. Juste une nuit où je n'aurais pas à prouver que j'avais ma place, où je n'aurais pas à porter ma valeur comme une armure. Mais au lieu de cela, je suis resté là, les yeux ouverts, le cœur endolori. Et puis le téléphone a sonné. Pas un texto, un appel de l'Hexagone Ballard. Colonel Dubois, dit la voix. Je me suis redressé si vite que le lit a grincé sous moi. Oui, c'est moi. Ici le général Fournier, du commandement des opérations spéciales. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Votre nom vient de sortir de la liste de recommandations finales pour le commandement de la 11e brigade parachutiste. L'annonce officielle est en attente d'approbation, mais officieusement, vous l'avez mérité. Ma gorge s'est nouée. Mon général, merci. Vous avez mené des hommes en enfer et les avez ramenés vivants. Amélie, il est temps que vous meniez les autres depuis le front. Il a raccroché. Je suis resté assise là dans le noir, le téléphone encore chaud contre ma paume, le souffle coupé entre l'incrédulité et autre chose. Quelque chose de plus lourd. Il ne le croirait jamais. Il ne comprendrait jamais. Mais le commandement de la 11e BP, ce n'était pas juste une promotion. C'était un héritage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis souvenu de chaque étape qui m'a mené ici, de chaque porte qui m'a été claquée au nez, de chaque doute, de chaque murmure dans mon dos. Il disait que j'échouerais à Saint-Cyr. Je n'ai pas échoué. Il disait que je ne survivrais jamais au stage commando. J'ai survécu. Il disait que je ne pourrais pas diriger des hommes au combat. Dites ça à la douzaine d'entre eux qui sont rentrés à la maison parce que j'ai tenu bon à l'extérieur de Gao en 2015. On ne vous confie pas le commandement de la 11e BP parce que vous êtes bien sur le papier. On vous le confie parce que vous avez saigné pour l'obtenir.
Parce que vous avez porté vos blessés sur vos épaules. Parce que vous avez écrit des lettres à des mères après minuit. Parce que lorsque la porte de l'hélicoptère s'ouvre et que le vent vous frappe le visage, vos yeux ne scient pas. Ils se fixent droit devant. Mais personne à cette table n'aurait vu cette version de moi. Pas l'homme qui m'a regardé dans les yeux au dîner et m'a appelé une secrétaire. Pas la mère qui a dit à ses amis de la paroisse que je faisais juste du travail administratif. Pas l'oncle qui disait, ce n'est pas un vrai travail si ça n'implique pas une mallette. Pour eux, les médailles étaient des jouets brillants et les déploiements des vacances prolongées. Ils ne savaient rien de la nuit où j'ai ordonné à un soldat de 19 ans de se déplacer sous le feu parce que c'était notre seule chance et qu'il a réussi. Ils ne savaient pas que j'ai sorti le corps sans vie de mon sergent de section d'un VBL en feu et que j'ai tenu son alliance dans ma main jusqu'à ce que je puisse la donner à sa femme. Ils ne savaient rien de tout ça parce que je ne leur ai jamais dit, parce qu'au fond de moi, j'ai cessé d'avoir besoin de leur permission pour être qui je suis. Pourtant, je pensais que peut-être, juste peut-être, ils me verraient cette fois. Alors le soir suivant, je me suis habillé pour le dîner à nouveau. Rien de formel, juste un chemisier noir, un jean, les cheveux attachés en arrière. Nous étions assis autour de la même table, les bougies vacillant. Maman parlait de la fille d'une voisine qui était devenue associée dans un cabinet à Paris. Elle réussit très bien, dit maman avec fierté, me jetant un regard de côté. Papa a grogné en signe d'approbation. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai reçu un appel hier soir, ai-je dit. 3 têtes se sont tournées vers moi. Du général Fournier. J'ai fait une pause, regardant la fourchette de papa s'arrêter en plein vol. Il me nomme pour prendre le commandement de la 11e brigade parachutiste. Silence. Un vrai silence. Comme celui qu'on entend juste avant qu'une tempête n'éclate. Papa a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté contre l'assiette en porcelaine comme un coup de feu dans une chapelle. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Oncle Jacques a cligné lentement des yeux comme si son cerveau avait du mal à suivre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri, je n'ai même pas scié. J'ai juste regardé mon père et pour la première fois de ma vie, il a détourné le regard. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. La maison était silencieuse. Pas de café en préparation, pas de chaise qui racle, juste le bourdonnement du silence s'étirant à travers les vieilles poutres en bois. J'ai lacé mes bottes et suis sorti dans le froid de novembre. Le genre de froid qui fait que votre souffle reste en suspens comme la fumée d'une âme fatiguée. Ici, dans la campagne normande, personne ne savait ni ne se souciait de l'insigne sur votre épaule. Juste des champs, des clôtures rouillées, et la même route de gravier que je parcourais en courant quand j'étais adolescente, désespérée de m'échapper. J'ai commencé à courir, un pied devant l'autre. Le même rythme que j'avais utilisé à travers les zones de guerre et les terrains d'entraînement. J'ai couru pour faire taire la colère, pour empêcher la douleur de remonter à la surface, pour me rappeler que le contrôle, le vrai contrôle, vient dans les moments où vous ne dites rien mais où vous choisissez tout. Quand je suis rentré à la maison, papa était déjà dans la cuisine. Il se tenait près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant dehors comme s'il attendait que le monde lui explique quelque chose. Il n'a pas dit bonjour, n'a pas demandé comment s'était passée ma course. Il a juste levé les yeux quand je suis entré, puis a baissé les yeux sur sa tasse. J'ai versé mon propre café et me suis tenu à côté de lui. Une confrontation silencieuse, sans contact visuel. Puis il a parlé. Tu es sérieuse à propos de ce commandement ? Sa voix était basse, prudente. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée et j'ai laissé le silence faire le travail. Finalement, j'ai dit, oui, c'est officiel la semaine prochaine. Il a hoché la tête lentement comme s'il ne savait pas quoi faire de cette information. Je ne savais pas qu'il donnait ce genre de poste à quelqu'un comme toi. Il l'a dit sans méchanceté, mais la pique était toujours là. Quelqu'un comme moi ? Ai-je demandé. Il a dégluti. Une femme. Je n'ai pas explosé, n'ai pas levé les yeux au ciel, n'ai pas fait de sermon. J'ai juste hoché la tête. Je sais, ai-je dit. Tu m'as toujours vu comme une petite fille en bottes jouant aux soldats. Il a eu l'air honteux une fraction de seconde, puis l'a masqué derrière un haussement d'épaule. C'est juste inattendu. J'ai posé ma tasse. À quoi t'attendais-tu, papa ?
Que j'ai passé 20 ans assise derrière un bureau à taper des mémos? C'est ce que tu as dit à tes amis, n'est-ce pas? Que ta fille était dans le soutien administratif. Sa mâchoire s'est crispée. C'était plus simple comme ça, a-t-il dit. Les gens ne comprennent pas. Les femmes aux commandes. Ça met certaines personnes mal à l'aise. Alors, qu'ils soient mal à l'aise, ai-je répondu, ma voix comme de l'acier. J'ai mérité chacune de mes décorations. J'ai dirigé des hommes qui mouraient pour moi. Et certains l'ont déjà fait. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je pouvais le voir dans ses yeux. Le monde qu'il pensait comprendre avait basculé. Et il ne savait plus comment y tenir debout. Ce soir-là, la nouvelle a été diffusée. Le ministère a fuité la liste restreinte. Mon nom était en tête. La colonelle Amélie Dubois sera nommée prochaine commandante de la 11e brigade parachutiste. La nouvelle s'est répandue rapidement. BFM TV, la presse spécialisée, même le journal local l'a reprise. Mon téléphone vibrait toutes les 10 minutes avec des textos d'anciens membres de section, de commandants, même de cadets de Saint-Cyr. Quelque part dans ce bourdonnement, il y avait de la validation. Mais je ne l'ai pas cherché. Au lieu de cela, je me suis assise dans la chambre d'amis, faisant défiler les titres jusqu'à ce qu'une voix perce le silence. Papa, depuis le salon, allume la télé. Je suis sorti et c'était là. Mon visage en uniforme, au garde à vous. Le présentateur parlait comme si c'était historique, parce que ça l'était. Papa était assis, immobile, sur le canapé. Sa main tenait toujours la télécommande, figée en l'air comme s'il avait oublié qu'elle était là. La caméra a zoomé sur ma photo. La colonelle Dubois a effectué plusieurs missions, dirigé des opérations de combat sur 3 théâtres différents et est la première femme de l'histoire à être recommandée pour le commandement de la 11e brigade parachutiste. Le présentateur a souri. Mon père, non. Ni de colère, ni de fierté. Il était juste silencieux. Pour une fois dans sa vie, l'homme qui avait toujours quelque chose à dire n'avait rien. Et c'était suffisant pour moi. Le dîner était silencieux. Trop silencieux. Pas de blague de l'oncle Jacques. Pas de commentaires passifs-agressifs de maman sur ma carrière. Juste le cliquetis de l'argenterie contre la céramique et le faible bourdonnement du ventilateur de plafond. Papa mâchait lentement. Maman gardait les yeux sur son assiette. Je pouvais sentir leur malaise tourbillonner comme de la fumée autour de la table. Les gros titres de ce matin avaient fait plus que les surprendre. Ils avaient brisé l'image à laquelle ils avaient cru pendant des années. La secrétaire en uniforme était maintenant la première femme officier jamais nommée pour commander l'une des unités de combat les plus légendaires de l'armée. Pas un coup de pub, pas un quota, juste un respect mérité, enroulé dans des barrettes, du sang et de l'acier. J'ai attendu, non par cruauté, mais parce qu'ils ne m'avaient jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Et maintenant, ils s'étouffaient avec la vérité qu'ils avaient ignorée. J'ai coupé mon poulet. J'ai laissé le son gratter le silence. Puis j'ai parlé. Je pars pour Paris dans 3 jours. Maman a levé les yeux. Pour le briefing et la cérémonie. Elle a hoché la tête, les lèvres serrées. Oncle Jacques a tenté de sauver l'ambiance. Eh bien, c'est énorme. Vraiment énorme. C'est historique, ai-je dit simplement. Mais je vais devoir déménager. Ils m'affecteront probablement à Pau une fois que ce sera officialisé. Papa s'est agité sur sa chaise. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à du sarcasme. Mais ce qui a suivi m'a frappé comme une balle en pleine poitrine. Je ne pensais pas qu'il laissait les femmes diriger des unités de combat, a-t-il dit. Pas de mordant, pas de ricanement, juste de la confusion. Comme un enfant qui réalise que le monde n'est pas construit comme on le lui a dit. J'ai croisé son regard. Il laisse les gens diriger, papa, s'ils l'ont mérité. Il a tressailli, juste un peu, mais je l'ai vu. Maman a expiré. Nous sommes fiers de toi, ma chérie. Bien sûr que nous le sommes. Je lui ai adressé un sourire crispé. Merci. Oncle Jacques a marmonné quelque chose sur les temps qui changent, mais personne n'a enchaîné. Et puis je l'ai dit, doucement, directement. Je ne suis pas venu ici pour des félicitations. Tous les yeux se sont tournés vers moi.
Je suis venu parce que je voulais que vous sachiez qui je suis vraiment avant que le reste du monde ne le sache. Papa a posé sa fourchette. Pas doucement. Elle est tombée. Le métal a cliqueté contre la céramique. Il m'a regardé, stupéfait. Il paraissait plus petit, en quelque sorte, non pas en taille, mais en présence. Pendant tant d'années, sa voix avait dominé chaque pièce. Maintenant, il semblait rétrécir sous le poids de ce qu'il refusait de voir. « Tu penses que je ne respecte pas ce que tu as fait ?» a-t-il demandé, presque sur la défensive. J'ai haussé les épaules. « Je pense que tu ne le comprends pas, et ce n'est pas grave, mais je ne vivrai pas pour ton approbation. » Il n'a rien dit. La pièce est restée figée dans ce silence jusqu'à ce qu'il se lève finalement et s'en aille, son assiette intacte. J'ai entendu ses bottes marteler le couloir. La porte de son bureau a grincé en s'ouvrant, puis s'est refermée. Maman s'est penchée. Il est juste surpris. J'ai hoché la tête. Moi aussi, je l'ai été quand il a balayé 2 décennies de service d'une blague. Elle a grincé des dents. Oncle Jacques s'est raclé la gorge. Laisse-moi t'aider avec la vaisselle. Je l'ai écarté d'un geste de la main. Pas besoin. J'ai géré pire. Et c'était vrai. Le feu ennemi. Des camarades tombés au combat. Des corps zippés dans des housses mortuaires pendant que je gardais ma voix stable pour le reste de l'unité. Comparé à ça, l'orgueil blessé d'un homme. Rien que du bruit de fond. Cette nuit-là, je me tenais sur le porche arrière. Les étoiles clignotaient au-dessus de la cime des arbres. L'air sentait le foin coupé et la terre froide. Derrière moi, la maison de mon enfance se dressait, même briques, même balançoire de porche, même mur fatigué. Mais tout avait changé. Pas pour eux, pour moi. Parce que je n'avais plus besoin de leur permission. Je n'en avais jamais eu besoin. Et cette vérité, elle ne brûlait pas. Elle me libérait. Le hall de l'Hexagone Ballard était plus froid que dans mes souvenirs. Pas en température, mais en présence. Il y a une certaine quiétude dans des bâtiments comme celui-ci, comme si l'histoire observait depuis les murs. Je me tenais sur le côté de la scène, derrière le rideau, déjà en grand uniforme. L'insigne de l'aigle argenté brillait à mon col. La rangée de rubans sur ma poitrine semblait plus lourde que d'habitude, non pas en poids, mais en mémoire. Chacun était un fantôme, un nom, une histoire que je n'ai jamais pu raconter à mes parents. Et maintenant ils allaient toutes les entendre en direct à la télévision. Un attaché de presse m'a donné le compte à rebours. 2 minutes, colonel. J'ai hoché la tête, vérifié mes manches, redressé ma posture. Mes mains ne tremblaient pas. Elles ne le faisaient jamais. Mais mon souffle s'est bloqué une seconde. Derrière moi, le ministre des Armées m'a offert un léger sourire. Prête à entrer dans l'histoire ? Je l'ai déjà fait, monsieur, ai-je répondu. Ceci n'est que la paperasserie. Il a gloussé. Sacrément vrai. Le rideau s'est écarté. Les lumières m'ont frappé comme un projecteur sur un champ de bataille. Les flashs des appareils photo ont explosé depuis le fond de la salle. Les journalistes se sont agités sur leurs sièges. Les flux en direct ont commencé à défiler sur les chaînes d'information du monde entier. Je suis monté sur scène. Une femme dans un uniforme impeccable, le menton haut, les bottes solides, le cœur stable, silencieuse. Pas une secrétaire, pas une pensée après coup, une commandante. Le ministre s'est avancé le premier, lisant la nomination officielle, énumérant mes déploiements, mes citations, mon dossier. La colonelle Amélie Dubois sera la première femme nommée pour commander la 11e brigade parachutiste en plus de 100 ans d'histoire des troupes aéroportées françaises. Les applaudissements ont éclaté. Les journalistes se sont penchés en avant, leurs stylos dansant. J'ai attendu que le bruit s'estompe, puis je me suis approché du microphone. On m'a dit un jour, ai-je commencé, que les femmes dans l'armée sont souvent vues mais rarement entendues, qu'il vaut mieux nous garder à des bureaux, à l'arrière-plan, à pousser du papier. Une pause. J'ai poussé beaucoup de choses dans ma carrière, mais jamais du papier. J'ai poussé à travers des embuscades, à travers des nuits où je pensais qu'aucun de nous ne rentrerait à la maison, à travers des décisions qui me hantent encore. Les appareils photo ont flashé. J'ai continué. Mon père a dit un jour que je finirais par revenir à la raison et me ranger.
Que cette vie n'était qu'une phase. Un uniforme ne fait pas un soldat, disait-il. J'ai regardé droit dans les caméras, mais le service, oui. À la maison, j'imaginais mon père assis dans son fauteuil. La télécommande dans une main, l'incrédulité dans l'autre. J'imaginais ma mère figée dans sa cuisine, un torchon pendant mollement entre ses doigts. Je n'ai pas dit leur nom. Pas besoin. Ils savaient. La presse a posé des questions. J'ai répondu avec des faits, de la stratégie, de la vision, de la confiance. Mais quand un journaliste a demandé, que diriez-vous aux petites filles qui regardent aujourd'hui? J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai dit, vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous devez juste vous tenir droite. Et quand vous vous tenez droite assez longtemps, le monde le remarque. Plus tard dans la soirée, je suis monté à bord du vol de retour pour Pau. Mon téléphone a vibré en plein vol. Un message de ma cousine restée au pays. Tes parents ont tout regardé. Ton père n'a pas dit un mot du reste de la journée. J'ai fixé l'écran. Sans sourire. Sans ricaner. J'ai juste penché la tête en arrière et fermé les yeux. Certaines batailles se gagnent sans balles. Certaines victoires n'ont pas besoin de défiler. Parfois, le silence est un salut. Je suis rentré à la maison 3 semaines plus tard, non pas parce que je le devais, mais parce que je voulais voir si l'air avait changé. L'allée avait toujours cette parcelle de gravier meuble près de la boîte aux lettres. Les mêmes carillons éoliens teintaient de manière inégale sur le porche, légèrement tordus par la dernière tempête d'hiver. Rien à l'extérieur n'avait bougé. Mais quelque chose à l'intérieur de cette maison, si. Papa m'a accueilli à la porte. N'a pas dit salut. Ne m'a pas serré dans ses bras. A juste hoché la tête une fois. Mon colonel. C'est sorti si naturellement, comme s'il l'avait dit 100 fois. Mais nous savions tous les deux qu'il ne l'avait jamais fait. Je ne l'ai pas corrigé, ne l'ai pas repris. J'ai juste hoché la tête en retour et dit, papa. Nous sommes restés là en silence. Et pour la première fois de notre vie, ce n'était pas gênant. C'était respectueux, mal à l'aise, mais sain, comme deux personnes qui avaient enfin cessé de prétendre être autre chose. À l'intérieur, maman mettait à nouveau la table. Rôti du dimanche, comme avant, mais cette fois, elle n'a pas demandé si j'avais des permissions ou si j'avais pensé à reprendre mes études pour une vraie carrière. Elle a simplement tiré ma chaise et a dit, « J'espère que tu as faim. » Nous sommes restés assis tous les trois en silence pendant un moment. Personne n'a posé de questions sur la conférence de presse. Personne n'a évoqué les gros titres, mais je les ai surpris à regarder subtilement les galons sur mon épaule comme s'ils comprenaient enfin ce qu'ils signifiaient. Je n'avais pas besoin de leurs questions. Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Je m'étais déjà tenu devant des milliers de soldats et de journalistes. C'était le champ de bataille que j'avais enfin conquis. Après le dîner, papa m'a demandé si je voulais venir m'asseoir avec lui sur le porche arrière. C'était nouveau. D'habitude, il disparaissait dans son bureau avec un verre de whisky et CNews bourdonnant en arrière-plan. Ce soir, il tenait 2 bières, une pour lui, une pour moi. Nous nous sommes assis côte à côte sur la balançoire. Le ciel était rose et fatigué. Les cigales bourdonnaient comme le bruit de fond de mon enfance. Après une longue pause, il a dit, « Je ne savais pas. » « Je sais. » Une autre pause. « Tu aurais dû me le dire. » J'ai pris une lente gorgée. Je l'ai fait, juste pas avec des mots. Il a regardé vers l'horizon. « Tu n'es pas ce que je m'attendais que tu deviennes. » « Ce n'est pas grave, ai-je dit. Je ne suis pas devenu ça pour toi. » Il a cligné des yeux, puis a hoché la tête. Non pas en signe de rejet, mais de compréhension. Il n'y a pas eu d'excuses, pas de réconciliation larmoyante, pas d'étreinte dramatique, juste le silence. Mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Ce n'était pas du mépris. Ce n'était pas du dédain. C'était de la révérence. Et pour une fois, c'était suffisant. Plus tard cette nuit-là, j'ai traversé la maison avant d'aller me coucher, j'ai effleuré les bords de vieux cadres photos, des portraits de famille où je me tenais à l'arrière en uniforme de cérémonie, un sourire maladroit figé. Je suis passé devant mon diplôme du baccalauréat, toujours accroché dans le couloir. En dessous, une petite boîte que je leur avais donnée il y a des années, contenant mon premier insigne de grade et une photo de ma première mission.
Elle avait pris la poussière, mais quelqu'un l'avait nettoyée. Le verre était impeccable et en dessous, une nouvelle plaque avait été ajoutée. Colonel Amélie Dubois, 11e brigade parachutiste. Je suis resté là longtemps. Pas de larmes, pas de montée de fierté, juste une paix tranquille. Parfois, la rédemption ne vient pas sous forme de confession ou d'excuse. Parfois, c'est juste un cadre propre, une nouvelle plaque nominative et un silence qui signifie enfin le respect. Je suis retourné à Pau la semaine suivante. Mon nouveau bureau se trouvait dans l'aile du commandement, de larges fenêtres, un bureau en chêne poli et un drapeau français se tenant fièrement dans le coin. Les murs étaient encore nus, attendant que je les remplisse. Mais il ne me suis pas précipité pour décorer, car le poids du poste n'était pas dans les portraits ou les médailles. Il était dans ce que je portais chaque jour, en silence, dans les cicatrices, dans les noms que je n'oubliais jamais. J'ai d'abord accroché un seul objet, une seule photo. Moi et mon escouade en Afghanistan, couverts de terre, riant comme si nous n'étions pas entourés de mines. Le soldat Leclerc avait dessiné une moustache sur son masque. Le sergent Martinez faisait un signe de paix derrière moi. La moitié des personnes sur cette photo ne sont jamais rentrées à la maison. J'ai accroché ce cadre derrière mon bureau, juste à gauche. Je le voulais là où je pourrais le voir tous les jours, car avant qu'on m'appelle colonel, avant les conférences de presse et les livres d'histoire, j'étais à eux et ils étaient à moi. On a frappé à la porte. Mon officier en second a passé la tête. Mon colonel, le général commandant veut un briefing à 14 heures. J'ai hoché la tête. Reçu. Dites-lui que j'apporterai mes notes. Elle a commencé à partir, puis s'est arrêtée. Mon colonel? Oui. J'ai vu la couverture médiatique. Vos parents doivent être vraiment fiers. J'ai souri doucement. Ils apprennent. Cette nuit-là, seul dans le bureau, j'ai regardé par la fenêtre alors que le soleil plongeait derrière les arbres. J'ai pensé à chaque fois qu'on m'a dit que je n'avais pas ma place. Chaque moment où j'ai mordu ma langue au lieu de crier. Chaque promotion gagnée sans un seul membre de ma famille présent. Je pensais que le silence était une punition. Maintenant, je réalise que c'était du pouvoir. Une femme qui refuse de s'expliquer. C'est quelqu'un que le monde ne peut pas contrôler. Quelque part, à la maison, j'imaginais mon père passer devant le couloir où mon nom était accroché. Peut-être qu'il s'arrêtait une seconde. Peut-être pas. Mais de toute façon, il le voyait maintenant. Pas seulement l'uniforme, mais le poids derrière. À toutes les femmes à qui on a dit de rester à leur place, de sourire davantage, d'être gentilles, ne criez pas, ne suppliez pas, ne vous expliquez pas. Servez, tenez-vous droite, commandez. Parce qu'un jour, ils laisseront tomber leurs fourchettes, eux aussi. Et c'est le bruit que fait la justice. Si cette histoire vous a ému, si vous avez déjà porté un uniforme ou aimé quelqu'un qui l'a fait, partagez-la. Honorez leur silence. Rappelez-vous leur force.